Mes parents ont dépensé mon fonds universitaire pour la 5 conduite en état d'ivresse de mon frère et ses frais de justice, puis m'ont dit d'être reconnaissant. Je suis parti, j'ai construit ma vie, remboursé mes dettes, des années plus tard, ils l'ont appelé en disant « Envoie 35 000 $ pour sa désintox ou il va mourir ». Je suis allé faire de la randonnée à la place. Mes parents ont passé des années à plier le monde aux volontés de mon frère, et ils s'attendaient à ce que je gère simplement les retombées. J'ai fini par partir et j'ai construit ma propre vie. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Ce n'était pas le cas. Voici comment tout a commencé. Je m'appelle Kaiser. J'ai une trentaine d'années maintenant, je travaille dans un emploi stable dans la tech qui paie les factures et me laisse tranquille. Je suis marié, j'ai une petite maison et je vis une vie assez normale, mais rien de tout cela ne vient de l'endroit où j'ai grandi. Ma famille était du genre à laquelle on survit, pas celle sur laquelle on s'appuie. J'ai appris cela très tôt. Mon frère aîné, Dustin, était le centre de tout, aussi loin que je m'en souvienne. C'était le genre d'enfant capable de transformer une matinée normale en catastrophe avant même le petit déjeuner, lampe cassée, crise de hurlement, porte claquée, appel de l'école, c'était le quotidien pour lui. S'il ne criait pas, il donnait des coups de poing dans les murs ou se battait avec quelqu'un. S'il ne se battait pas, il mentait à propos de quelque chose qui n'avait même pas besoin d'être un mensonge. C'était juste sa nature. Et mes parents, Angela et Jefferson, le traitaient comme s'il était un génie fragile et incompris. Chaque fois que Dustin avait des ennuis, ils agissaient comme si le monde entier s'acharnait sur lui. Il est sensible, disait Angela. Les gens le provoquent. Jefferson le disait comme un avertissement, comme si le reste d'entre nous étions le problème. Pendant ce temps, j'existais calmement en arrière-plan. Je n'avais pas besoin de grand-chose. Je ne demandais pas grand-chose. Et apparemment, cela signifiait que je ne méritais pas grand-chose non plus. Je me souviens encore de la première fois où j'ai remarqué la différence. J'avais 7 ans, et j'avais gagné un petit prix de lecture à l'école. Rien d'énorme, juste un certificat et un petit ruban. J'ai attendu près de la porte de la classe pendant que tous les autres se faisaient récupérer par leurs parents. Dustin avait fait une crise à la maison ce matin-là et avait fracassé une porte de placard. Donc, Angela s'occupait de lui. Quand elle est finalement arrivée, elle s'est précipitée devant moi avec ce ton sec et impatient qui signifiait toujours la même chose. Monte dans la voiture, Kaiser. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Elle n'a même pas regardé le ruban dans ma main. Des choses comme ça ne sont pas arrivées qu'une seule fois. Elles se sont produites jusqu'à ce que cela cesse de ressembler à un mauvais timing pour devenir une règle. Mes événements sont devenus des « peut-être », puis des pensées après coup, et enfin un bruit de fond, noyé sous tout ce que Dustin avait incendié cette semaine-là. Si je ramenais à la maison quelque chose dont j'étais fier, j'apprenais à le garder pour moi, car trop le montrer rendait la chose plus facile à ignorer. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de leur demander de venir. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'étais fatigué de voir l'espoir se transformer en embarras. Il y avait une personne qui remarquait tout cela. Mon oncle Wilson, le frère aîné de Jefferson. C'était un mécanicien avec de la graisse incrustée sur les mains et une façon de parler directe qui ne laissait aucune place aux absurdités. Quand il passait, il me faisait un signe de tête et disait « Tu tiens le coup, gamin ?» Pas par pitié. Plutôt comme s'il voulait vraiment savoir. Quand Dustin criait sur tout le monde ou jetait quelque chose à travers la pièce, Wilson était le seul à dire la vérité. « Jeff, le garçon est hors de contrôle, disait-il. Tu ne lui rends pas service. » Jefferson le balayait toujours d'un revers de main avec une phrase dramatique sur la difficulté d'être parent et sur le fait que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient. Angela ajoutait généralement quelque chose comme « Dustin est spécial. Tu ne comprendrais pas, il y a un jour en particulier qui m'est resté en mémoire. » Dustin s'était encore battu à l'école, et Jefferson est rentré à la maison en rageant contre les professeurs paresseux. Angela flottait derrière lui comme si c'était une tragédie qui leur arrivait, au lieu d'être les conséquences des actes de Dustin. J'avais un certificat pour un test de mathématiques à l'échelle du district. Je l'ai quand même posé sur le comptoir, juste pour voir s'il regarderait. Jefferson l'a écarté sans le lire. Angela n'a même pas fait semblant. Pas maintenant, Kaiser. Ton frère traverse une période difficile. Puis Dustin est entré en se vantant d'avoir frappé un gamin, et ils ont ri. Ils ont vraiment ri, comme si c'était une histoire drôle. Angela lui a ébouriffé les cheveux. Jefferson a dit, c'est bien mon fils.
J'ai ramassé mon certificat par terre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas en compétition avec mon frère. J'étais en compétition avec leur besoin de continuer à mentir à son sujet, et je n'allais jamais gagner. Wilson est arrivé plus tard dans la soirée. Il a jeté un coup d'œil au trou dans le mur et à Angela qui cajolait Dustin sur le canapé, et il a soupiré. Il m'a suivi dans le garage où je me cachais. Ne les laisse pas te rendre petit, a-t-il dit. Tu n'es pas le problème ici. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors j'ai juste hoché la tête. Mais c'était la première fois qu'un adulte le disait à voix haute. Que quelque chose dans la façon dont mes parents géraient la maison n'était pas normal. C'était la version de moi qu'ils avaient élevée, l'enfant qui a appris qu'il valait mieux disparaître que de rivaliser avec le favori de la maison. Au moment où Dustin a atteint l'adolescence, notre maison semblait construite autour du chaos. Chaque mois apportait un nouveau désastre. Un appel de l'école, un voisin à la porte, Jefferson faisant les 100 pas dans la cuisine comme si le monde avait pris son fils pour cible. Ce qui a changé, ce n'était pas Dustin. C'était mes parents. Ils ont arrêté de le remettre en question. Ils le défendaient comme si c'était leur métier. La première fois que j'ai vu cette défense en public, c'était lors d'une réunion de famille chez ma tante. Des tables pliantes, des assiettes en carton, des enfants courant dans la cour. Dustin est arrivé tendu comme un arc. Jefferson n'arrêtait pas de marmonner, « Reste cool ». Angela surveillait Dustin comme si elle attendait le moment où toute la journée allait s'effondrer. Nous avons tenu peut-être 20 minutes. Un cousin a plaisanté sur le fait que Dustin était encore puni. Dustin a craqué. « Répète ça », a-t-il aboyé en s'avançant. Mon cousin a ri maladroitement. « Je plaisante, mec. » Dustin l'a quand même bousculé. Une chaise a raclé le sol. Des boissons se sont renversées. La cour est devenue silencieuse. Ma tante s'est précipitée. « Arrêtez ça. » Jefferson a bougé le premier vers mon cousin. « Surveille tes paroles », a-t-il lancé sèchement. « Ne le provoque pas. »« Le provoquer ?» a répliqué ma tante. Il a bousculé mon gamin. Angela s'est glissée derrière Jefferson, la voix déjà tremblante. Dustin gère beaucoup de choses en ce moment. Il ne réagit pas bien quand les gens se moquent de lui. Se moquer. C'est comme ça qu'elle appelait ça. L'oncle Wilson est arrivé depuis le barbecue, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il a regardé Dustin une fois. Ça suffit, a-t-il dit. Dustin a ricané. Mêle-toi de tes affaires. Ça devient mes affaires quand tu mets la main sur la famille, a répondu Wilson. Jefferson s'est hérissé. Il traverse une période difficile. Wilson n'a pas scié. Tu sais ce qu'il a? Aucune conséquence. Angela a sifflé. Wilson, pas ici. Wilson a hoché la tête comme s'il s'y attendait. C'est ça. Pas ici. Pas n'importe où. C'est pour ça que ça continue d'arriver. Dustin s'est éloigné en souriant d'un air suffisant, et la réunion a essayé de redémarrer, raide et tendue. Plus tard, ma tante m'a tendu un soda. Comment va l'école, Kaiser? Ça va, ai-je dit. Je vais très bien, a-t-elle souri. J'ai entendu dire que tu es premier de ta classe. C'est incroyable. Angela est apparue immédiatement. Kaiser va bien, a-t-elle dit rapidement. Il a toujours été facile. Facile. Comme si je ne comptais pas. Jefferson a fait un signe de tête vers la cour où Dustin se disputait déjà à nouveau. C'est pour Dustin qu'on s'inquiète. Il a de vrais problèmes. Après cela, les années se sont fondues dans le même scénario, bagarre, suspension, vol, appels téléphoniques colériques, et mes parents blâmant les enseignants, les voisins, les flics, quiconque traitait Dustin comme une personne responsable de ses choix. Dustin a appris qu'il n'avait pas besoin de changer. Il avait juste à attendre qu'il réécrive l'histoire. Ma vie a continué à se dérouler en marge. J'ai eu une cérémonie de reconnaissance pour avoir fini l'année en tête de ma classe. Ils avaient promis de venir. Dustin a eu un incident cet après-midi-là. Ils ne se sont pas montrés. J'ai accepté le prix, je suis rentré à pied et je n'en ai pas parlé. Wilson l'a appris de toute façon. Il est passé ce soir-là et s'est assis à notre table comme si mes efforts comptaient. Tu as bien fait, a-t-il dit. Ne laisse pas leur chaos effacer ce que tu as gagné.
Mes anniversaires allaient et venaient de la même manière. Une année, ils ont oublié jusqu'au soir parce que Dustin avait été en rage toute la journée. Jefferson m'a fourré de l'argent liquide dans la main et a dit qu'on fêterait ça plus tard. Nous ne l'avons jamais fait. En quatrième, j'ai essayé de le dire doucement. J'ai l'impression que tout tourne autour de Dustin. Le visage d'Angela s'est durci. Ne commence pas, Kaiser. Jefferson n'a pas levé les yeux. Tu as la vie facile. Sois reconnaissant. Ma remise de diplôme de fin de collège a scellé l'affaire. J'ai traversé l'estrade et scanné les chaises pliantes. Ils n'étaient pas là. Ils étaient à l'autre bout de la ville à nettoyer le dernier gâchis de Dustin. Ils m'ont dit que je m'en sortirais très bien sans eux. C'était vrai. Mais c'était le moment où j'ai arrêté d'attendre. Au moment où Dustin était au lycée, je comprenais ma place dans cette maison. Il créait la gravité, et mes parents orbitaient autour de lui comme si rien d'autre n'existait. Et j'ai appris à disparaître avant qu'il ne me pousse même vers la sortie. C'était plus sûr que d'être vu en premier. La 5e arrestation de Dustin pour conduite en état d'ivresse, DUI, a eu lieu un jeudi soir, quelques semaines après la fin de mon lycée. Les 4 premières n'étaient jamais restées des DUI sur le papier. Mes parents avaient payé suffisamment d'avocats pour les réduire à des charges moindres et des secondes chances. Mais cette fois, il avait percuté une voiture garée, et il y avait trop de témoins et trop de dégâts pour que quiconque puisse prétendre que ce n'était rien. J'étais à la table de la cuisine, en train de remplir mes papiers pour l'université, quand le téléphone de la maison a sonné. Angela a répondu, est restée silencieuse, puis a laissé échapper un bruit comme si quelqu'un lui avait coupé le souffle. Elle a tendu le téléphone à Jefferson avec des mains tremblantes. Tout ce que j'ai entendu, c'était encore « Tu te moques de moi ». Puis, mon fils ne ferait pas ça. Il n'aurait pas ça sur lui. Sa voix montait jusqu'à ce qu'il crie presque. Quand il a finalement raccroché, Angela pleurait déjà. Ils veulent le ruiner, a-t-elle dit. Ce n'est pas ce genre de garçon. Mais le rapport était clair. Dustin avait percuté une voiture garée, l'avait propulsée à moitié sur le trottoir, et quand les officiers se sont approchés, ils l'ont trouvé en train de bafouiller, à peine capable de tenir debout. Ils ont aussi trouvé un petit sachet dans la poche de sa veste. Les officiers ont ajouté la possession de stupéfiants au DUI. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas la veste de quelqu'un d'autre. C'était Dustin, ivre et transportant quelque chose d'illégal. Jefferson refusait de l'entendre. Ces flics l'ont piégé, a-t-il dit en faisant les 100 pas dans la cuisine. Ils le harcèlent depuis des années. Angela s'accrochait à son bras. Ils savent qu'il a des problèmes. Ils en profitent. Il est trop confiant. Je suis resté assis là, à les écouter réécrire la réalité en temps réel. Il n'appelait pas les choses par leur nom, un gamin qui n'avait jamais affronté de conséquences atteignait enfin le point où le système n'allait plus laisser passer les choses. Dès le lendemain matin, les factures juridiques avaient déjà commencé. La voiture que Dustin avait percutée appartenait à un commerçant local, et les dégâts étaient importants. Il y avait des frais de remorquage, des frais de stockage, et des documents s'empilaient concernant les dates d'audience, les amendes et les programmes obligatoires. Jefferson lançait des chiffres comme si ce n'était rien. On prendra un avocat, un vrai, pas une ordure d'avocat commis d'office. Angela hochait la tête rapidement, comme si la vitesse rendait la chose vraie. On va trouver une solution. On le fait toujours. Ce même après-midi, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une grosse enveloppe à mon nom. Je savais ce que c'était avant de l'ouvrir. L'admission. La première chose réelle que j'avais jamais voulu pour moi-même. Je l'ai déchirée, j'ai lu la lettre 2 fois, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'excitation. Je suis descendu en la tenant. Je suis pris, ai-je dit. C'est bon. Je peux enfin commencer à planifier. Alors, est-ce qu'on peut regarder le fonds universitaire? Celui que grand-mère et grand-père ont mis en place. Toute la pièce s'est figée. Angela s'est complètement immobilisée. Le visage de Jefferson a changé comme si j'avais demandé quelque chose d'offensant. Il s'est frotté le front et a laissé échapper un soupir qui semblait répéter. Kaiser, a-t-il dit. À propos de cet argent. Quoi à propos de ça? Ai-je demandé. Angela s'est avancée. Il n'y en a plus. Pas tout d'un coup. Juste saigné au fil des années dans des honoraires d'avocat,
des frais de justice et des urgences qu'il jurait temporaires jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le mot n'a pas atterri tout de suite. Je l'ai juste regardé fixement. Plus rien? Comment? Jefferson a craqué. Ton frère avait besoin d'aide. Les frais de justice ne sont pas bon marché. Nous devions le protéger. J'ai cru qu'il plaisantait. Vous avez utilisé mon fonds universitaire pour les arrestations de Dustin? Ce n'était pas ton fonds, a dit Angela sèchement. C'était pour la famille, et Dustin en avait plus besoin. Il ne survivrait pas en prison. J'ai brandi la lettre. Je planifie ça depuis le collège. Grand-mère m'a dit. Angela m'a coupé la parole. Ne la mêle pas à ça. Elle ne savait pas ce que Dustin allait traverser. Donc tout, ai-je demandé. Tout ce qu'ils ont économisé pour moi. Jefferson s'est approché comme s'il était prêt à me faire la leçon. Tu es intelligent. Tu t'en sortiras. Tu auras des bourses. Tu travailleras. La vraie vie ne t'est pas servie sur un plateau. Mais Dustin reçoit tout sur un plateau, ai-je dit. Le visage d'Angela s'est tordu. Ne parle pas de ton frère comme ça. Tu devrais être fier que nous l'ayons gardé en sécurité. Fier. C'était le mot qu'elle a utilisé. Fier qu'ils aient vidé le seul filet de sécurité que j'avais parce que Dustin ne pouvait pas rester sobre assez longtemps pour éviter un crime. Jefferson a secoué la tête comme si je l'avais déçu. Je ne vais pas discuter. La famille se soutient. Tu devrais vouloir aider. À ce moment-là, quelque chose a fait clic en moi. Chaque anniversaire ignoré, chaque événement manqué, chaque fois qu'ils m'ont dit d'être celui qui est facile. Tout menait ici. Dustin ne passait pas simplement en premier. Il était le seul qui ait jamais compté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je suis remonté à l'étage, j'ai attrapé 2 sacs, je les ai remplis de ce dont j'avais besoin, et je suis redescendu. Angela a regardé les sacs comme si elle n'arrivait pas à y croire. Où vas-tu? A-t-elle demandé. Quelque part qui n'est pas ici. Kaiser, a aboyé Jefferson. Ne sois pas dramatique. Mais je me dirigeais déjà vers la porte. Dehors, Wilson était appuyé contre son camion, les bras croisés, comme s'il attendait. Quelqu'un avait dû l'appeler. Ou peut-être savait-il simplement comment les nuits comme celle-ci se terminaient dans notre famille. Il a regardé les sacs, puis moi. Tu as fini, hein? Ouais, ai-je dit. Il a fouillé dans sa poche, a sorti une liasse de billets, peut-être quelques centaines, et l'a pressé dans ma main. Prends ça. Installe-toi quelque part. Et écoute-moi, gamin. Tu n'as pas brisé cette famille. Il a fait un signe de tête vers la maison. Eux, ils l'ont fait. Je n'ai pas regardé en arrière quand je suis parti. Il n'y avait rien qui valait la peine d'être regardé. J'ai quitté la maison de mes parents avec 2 sacs et assez d'argent de Wilson pour couvrir peut-être une semaine de nourriture. J'avais 18 ans, ce qui signifiait que je pouvais louer une chambre, même si je n'avais aucune idée de comment vivre. Je n'avais pas de plan. J'avais juste besoin de distance. L'endroit le moins cher que j'ai pu trouver était une maison partagée à la périphérie de la ville. 3 gars que je n'avais jamais rencontrés. Nous louions tous des chambres dans un endroit tenu par du ruban adhésif et de la chance. La porte de la salle de bain fermait à peine. L'évier de la cuisine fuyait sans arrêt. Et le salon sentait le vieux plat à emporter. Ma chambre était à peine assez large pour un matelas et une table pliante, mais c'était la mienne. J'ai trouvé un emploi dans une station-service en une semaine. Salaire minimum, horaire rotatif, et un patron qui agissait comme si remplir les rayons était de la science infuse. Je ne me suis pas plaint. C'était la première fois que j'avais l'impression que ma vie dépendait entièrement de moi. Le loyer était bon marché, mais je m'en sortais à peine. Certaines semaines, j'ouvrais mon application bancaire et je voyais des chiffres à un seul chiffre. Les frais de découvert sont devenus une punition régulière pour avoir mal deviné ce que je pouvais me permettre. La nourriture était simple. Des nouilles instantanées, des plats surgelés à $1, et tout ce qui était en promotion à la fin de la semaine. Je prenais le bus partout. Certains soirs, le dernier bus pour rentrer ne passait pas. Et je marchais 40 minutes jusqu'à la maison, en espérant que personne ne me suivait. J'ai appris à étirer chaque dollar jusqu'à ce qu'il craque. Après quelques mois, j'ai pris des cars supplémentaires dans un entrepôt, chargé des camions,
empiler des palettes, faire tout ce qui devait être fait. Ça payait un peu mieux, mais le travail me laissait le dos douloureux et les mains abîmées. Je rentrais épuisé, j'essuyais la sueur et la poussière, et je m'endormais dès que je touchais le matelas. Les colocataires n'aidaient pas. Un gars mangeait tout ce qui restait dans le frigo. Un autre jouait à des jeux bruyants jusqu'à 2 heures du matin. Le troisième fumait à l'intérieur même après qu'on se soit tous plaints, mais nous avions tous le même objectif, survivre au mois et payer le loyer à temps. C'était suffisant pour maintenir la paix. La gestion du budget était quelque chose que j'ai appris en échouant constamment. Je dépensais trop, puis je vivais de sandwichs au beurre de cacahuètes jusqu'au jour de paix. J'oubliais une facture, je me prenais des frais, et je devais faire l'impasse sur un abonnement de bus. Il a fallu du temps, des erreurs et une frustration silencieuse, mais lentement, j'ai commencé à tenir les comptes. Un carnet, une calculatrice bon marché et une liste stricte scotchée au mur. Wilson prenait de mes nouvelles toutes les 2 semaines. Il passait avec son camion, regardait mes chaussures abîmées et disait « Tu manges ?» Je hochais la tête. Il ne me faisait jamais la leçon. Il me passait des outils, me montrait comment réparer quelque chose, arranger quelque chose ou faire durer quelque chose. Quand j'ai fini par acheter une vieille voiture pour quelques centaines de dollars, il a passé un après-midi dans l'allée à m'aider à remplacer les tuyaux et les courroies. Cette voiture tremblait à chaque feu rouge, mais elle m'amenait au travail sans dépendre du bus. Après presque un an à survivre, j'ai recommencé à penser à l'école. La lettre d'admission avait été la seule bonne chose dans une tempête de mauvaises nouvelles. Je n'avais plus de fonds universitaires, mais je voulais toujours quelque chose de mieux que de passer la serpillière ou de traîner des palettes à 3 heures du matin. J'ai postulé au Community College, université communautaire, à la place. Moins cher, plus proche, réaliste. J'ai rempli les formulaires d'aide financière sur un ordinateur portable emprunté, rédigé des essais pour des bourses, et économisé chaque dollar supplémentaire provenant des heures supplémentaires. Quand les emails d'approbation sont arrivés, j'ai eu l'impression qu'une porte s'ouvrait. Je me suis inscrit à quelques cours pour commencer. Rien de lourd, juste assez pour voir si je pouvais concilier cela avec le travail. Mes journées se sont installées dans une structure brute, l'entrepôt à l'aube, la station-service l'après-midi, les cours le soir, puis rentrer, étudier, dormir, répéter. Ça semble misérable écrit comme ça, mais ça ne l'était pas. C'était la première fois de ma vie que j'avais une direction qui n'était pas dictée par le chaos de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Dustin continuait sa spirale infernale. J'entendais parler de lui par Wilson ou des voisins. Plus de bagarres, un autre accident, de nouvelles accusations. Angela et Jefferson n'ont jamais changé de disque. Ils m'ont appelé une poignée de fois, toujours avec la même approche. Pas de salutations, pas de prise de nouvelles, juste de la culpabilité. Ton frère traverse une période difficile, disait Angela. Tu devrais rentrer à la maison et aider, ajoutait Jefferson. Aider à quoi? Le calmer? Payer quelque chose? Rester assis en arrière-plan pendant qu'il prétendait qu'il allait bien? J'ai fini par arrêter de répondre. Si je décrochais, la conversation tournait toujours autour de Dustin. Si je ne le faisais pas, ils envoyaient de longs SMS disant que j'abandonnais la famille. Ils n'ont jamais demandé comment j'allais, pas une seule fois. Mais je n'avais plus besoin d'eux. C'était ça la différence. Avec le travail et l'école, les choses se sont lentement stabilisées. Je payais mon loyer à temps. J'ai appris à cuisiner de vrais repas, du riz, des œufs, des légumes du rayon des promotions. Je réparais ma propre voiture, j'ai appris à gérer les factures, j'ai compris quelles dépenses comptaient et lesquelles ne comptaient pas. Je n'avais pas grand-chose, mais je ne devais rien à personne non plus. Il y avait des nuits où je m'asseyais à mon bureau exigu, les manuels ouverts, la maison bruyante et chaotique autour de moi, et je réalisais quelque chose que je n'avais jamais ressenti en grandissant. Je construisais quelque chose. Minuscule, brut, instable, mais à moi. Pour la première fois de ma vie, je n'essayais pas de survivre au désordre de quelqu'un d'autre. Je construisais enfin ma propre vie. Un quart de travail et un cours à la fois. Finir le Community College a pris plus de temps que les 2 années standards parce que je travaillais tout du long. Mais j'ai fini par en sortir avec un diplôme d'associé et un relevé de notes dont j'étais fier. J'ai été transféré dans une université en 4 ans après cela. Ce n'était pas une école de grand renom, mais c'était solide, abordable et assez proche pour que je puisse continuer à travailler à temps partiel à l'entrepôt et les week-ends à la station-service.
Mon emploi du temps semblait ridicule sur le papier, mais je savais comment traverser de longues journées à ce stade. Wilson continuait de prendre des nouvelles, apparaissant chaque fois que j'avais besoin d'aide pour quelque chose de pratique. Réparation de voiture, déménagement d'appartement, même de petites choses comme remplacer une serrure cassée. Il n'en faisait jamais tout un plat. Il me tendait un outil et disait « Débrouille-toi ». Puis il reculait et me laissait apprendre. C'était la seule version de la parentalité que j'avais jamais vue qui impliquait d'enseigner réellement quelque chose à quelqu'un. Ma dernière année à l'université, c'est là que j'ai rencontré Ruby. Je travaillais à la réception d'un bâtiment du campus pendant des heures supplémentaires qu'ils offraient aux étudiants qui avaient besoin d'argent. Elle est entrée un soir en demandant où se trouvait une salle de conférence spécifique, et je lui ai indiqué la bonne direction. Elle a fait une pause avant de partir et a dit « Tu as l'air épuisé. » Longue journée. Ce n'était pas impoli. Elle avait juste cette façon de vous regarder qui rendait tout mensonge inutile. J'ai ri et j'ai dit quelque chose comme « Long mois ». Nous avons continué à nous croiser. Elle étudiait dans le même bâtiment, apportait un café supplémentaire et me le tendait sans demander si j'en voulais un. Nous avons commencé à parler entre mes quarts de travail. Rien d'intense, juste des conversations faciles et normales. Rien que ça, c'était étrange. Je n'étais pas habitué à ce que quelqu'un soit curieux à mon sujet sans rien vouloir en retour. Une fois qu'elle a découvert que je travaillais 2 emplois et que j'allais à l'école à temps plein, elle n'a pas fait semblant d'être impressionnée ni ne m'a pris en pitié. Elle a dit, tu sais, tu n'es pas obligé de minimiser ça, n'est-ce pas? C'était la première fois que quelqu'un me reprochait de balayer mes propres efforts. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché mon premier emploi à temps plein dans un service informatique de taille moyenne pour une entreprise manufacturière. Le salaire n'était pas incroyable, mais c'était stable, avec une assurance maladie et de vrais week-ends. J'ai envoyé la nouvelle par SMS à Wilson, et il a répondu « Bien. Maintenant tu peux enfin arrêter d'acheter des outils de merde. » C'était sa version des félicitations. Ruby et moi avons commencé à sortir ensemble plus sérieusement à ce moment-là. Elle m'a aidé à planifier un budget qui ne reposait pas sur la débrouille de dernière minute. Elle m'a fait postuler pour des rôles pour lesquels je pensais ne pas être qualifié. Quand je doutais de moi, elle n'édulcorait rien. « Tu as fait des choses plus difficiles que de passer un entretien d'embauche », disait-elle. « Arrête de te sous-estimer. » Personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça de manière aussi directe. Nous avons emménagé ensemble l'année suivante. Ce n'était pas une grande décision dramatique. Nous passions déjà la plupart de notre temps ensemble, et partager le loyer était logique financièrement. Elle m'a aidé à organiser mes papiers, à mettre en place le prélèvement automatique pour les factures et à restructurer mes prêts étudiants d'une manière qui ne donnait pas l'impression de se noyer. Je m'occupais des réparations, de la cuisine, des courses. Ça fonctionnait. Finalement, j'ai fait ma demande. Rien de dramatique, juste une soirée tranquille à la maison, une bague pour laquelle j'avais économisé, et un moment qui semblait juste. Elle a regardé la bague et a souri. Tu en as mis du temps. Avec 2 revenus et une épargne prudente, nous avons pu acheter une modeste première maison. Ce n'était pas chic. Un vieux bardage, de la moquette usée, une petite cour, mais c'était la nôtre. Nous passions les week-ends à peindre les murs et à remplacer les luminaires. Ruby a installé son petit coin lecture. J'ai installé un petit poste de travail dans la chambre d'amis. Wilson est passé avec une boîte à outils et nous a aidé à réparer une rampe branlante, puis est resté pour le dîner. Wilson est passé la première semaine. Vous avez acheté une maison avec des rampes branlantes et une lumière de porche tordue, a-t-il dit. C'est bien, ça veut dire que vous n'avez pas surpayé. Ruby a ri. Traduction, il est fier de nous. Wilson a grogné. Ouais, ça aussi. Pendant tout ce temps, j'ai continué à rembourser mes prêts étudiants régulièrement. Chaque mois, le solde baissait un peu plus. Ruby célébrait les victoires avec moi, aussi petites soient-elles. Quand j'ai enfin fait le dernier paiement, je ne m'attendais pas à ce que cela me frappe aussi fort. Ruby a fait un gâteau simple avec 100 dettes écrit en glaçage légèrement tordu. Nous nous sommes assis à notre table de cuisine en mangeant le gâteau directement dans le moule. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'avoir atteint la terre ferme. C'est à peu près à cette époque qu'Angela et Jefferson ont commencé à refaire surface. Le ton de leur message était sensiblement différent. Excessivement poli, excessivement joyeux, comme s'ils essayaient trop fort. Nous sommes si fiers de toi,
Kaiser, a écrit Angela. Tu as construit une si belle vie. Jefferson a envoyé un SMS demandant si je voulais passer bientôt. Il ne mentionnait pas Dustin, ce qui était le plus gros signal d'alarme. Chaque fois que mes parents évitaient de parler de lui, cela signifiait que quelque chose n'allait pas. Ruby a regardé leur message et a dit « Ils veulent quelque chose ». Elle n'avait pas tort. Mes parents ne m'avaient jamais contacté juste pour prendre des nouvelles. Cette amabilité n'était pas de la chaleur humaine. C'était un appât. Je ne savais pas encore quel était l'hameçon, mais je pouvais le sentir venir. Pourtant, peu importe ce qui m'attendait, cela ne m'a pas ébranlé. J'avais un diplôme, un emploi stable, une maison, un mariage qui ressemblait vraiment à un partenariat, et la seule personne qui avait toujours été honnête avec moi, Wilson, toujours dans mon coin. Pour la première fois de ma vie, j'avais une fondation construite entièrement de mes propres mains, et il n'y était pour rien. L'appel est arrivé un mardi soir quelconque, juste au moment où Ruby et moi finissions de dîner. Mon téléphone a vibré, et j'ai vu « Maman » sur l'écran. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années. Ruby a haussé un sourcil. « Tu vas répondre ?»« Ouais, ai-je dit. Voyons ce qu'ils veulent. » Angela n'a même pas dit bonjour. « Kaiser, c'est ton frère ?» a-t-elle laissé échapper. Sa voix était aiguë, frénétique. Il a encore besoin d'aide. C'est sérieux cette fois. Avant que je puisse répondre, la voix de Jefferson a coupé à travers l'arrière-plan. Dis-lui d'arrêter de traîner les pieds. On n'a pas le temps pour ça. Je suis allé dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe? Angela reniflait bruyamment. Le genre de pleurs qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Dustin est en difficulté. Il a traversé tellement de choses dernièrement. Ce n'est pas une réponse, ai-je dit. Jefferson a saisi le téléphone. Écoute, Kaiser, il y a un établissement, un très bon endroit, un programme de 12 mois, ça coûte 35 000 $. On a besoin que tu couvres ça. J'ai ri une fois, doucement. Pourquoi penseriez-vous que je ferais ça? Parce que tu le peux, a claqué Jefferson. Tu as une maison, un bon travail, une vie stable. Tu le dois à ta famille. Ah oui, a dit qui? Pourquoi? À nous, a dit Angela, sa voix réapparaissant soudainement. Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. Ta vie a bien tourné parce que nous t'avons donné une structure. J'ai fixé le mur. Une structure? Oui, a-t-elle dit. Nous avons fait des sacrifices pour Dustin, ai-je corrigé. Elle ne l'a pas reconnu. La famille est de la famille, Kaiser. Vous ne m'avez pas aidé, ai-je dit. Pas une seule fois. Le ton de Jefferson est passé de l'exigence à l'irritation. Ne commence pas à réécrire l'histoire. Tu t'en sors bien maintenant. Tu peux te permettre d'aider ton frère. 35 000 $, ce n'est pas de l'aide. C'est un sauvetage financier. Il a besoin de toi, a supplié Angela. Il ne survivra pas sans traitement. À ce moment précis, j'ai entendu mon téléphone vibrer avec des notifications, des messages vocaux de Dustin. L'un après l'autre. Angela continuait de parler. Si tu n'interviens pas, il pourrait. Il pourrait se faire du mal. Avant de répondre, j'ai écouté l'un des messages de Dustin. Kaiser, mec, aide-moi juste, mec. Tu ne comprends pas. Tout craint en ce moment. Maman et papa ont dit que tu aiderais. Allez, ne me laisse pas comme ça. Un deuxième message. Tu penses que tu vaux mieux que moi. Ce n'est pas le cas. Tu as tout eu sur un plateau. J'aurais dû avoir cet argent, pas toi. Un troisième. Je jure que je ferai une connerie si personne ne m'aide. C'est ce que tu veux? C'est ça? C'était le chaos. Supplications, reproches, menaces, tout mélangé. Du Dustin typique. J'ai remis le téléphone à mon oreille. Je ne paie pas pour la désintox. Angela a halté comme si j'avais avoué un crime. Comment peux-tu dire ça? C'est ton frère. Jefferson a commencé à hausser le ton. Espèce de petit égoïste. Après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, ai-je demandé. Citez une seule chose. Long silence. Puis Jefferson a explosé. Tu penses que tu es arrivé là où tu es sans nous?
Tu penses que tu as construit cette vie tout seul? Nous t'avons donné une fondation. Non, ai-je coupé. Wilson m'a donné une fondation. J'ai construit tout le reste moi-même. Angela a craqué complètement. Sa voix est devenue aiguë et tremblante. Tu es devenu froid. Ruby t'a changé. Tu étais doux avant. Tu te souciais de cette famille. Jefferson a ajouté, il ne parlerait pas comme ça si elle ne l'empoisonnait pas. Ruby a entendu ça depuis la cuisine et a marmonné, waouh, charmant. J'ai gardé ma voix stable. Je raccroche maintenant. Si tu tournes le dos à ça, a averti Jefferson, tu n'es plus mon fils. Vous avez pris cette décision il y a des années, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Les messages vocaux de Dustin continuaient d'arriver. De longs messages erratiques oscillant entre sanglots, hurlements, reproches et excuses décousues. Je l'ai bloqué. Puis j'ai bloqué Angela et Jefferson. Ruby s'est assise à côté de moi sur le canapé. Tu vas bien? Ouais, ai-je dit, juste fatigué du même cycle. Le lendemain matin, ma famille élargie avait explosé. Je me suis réveillé avec des messages, des discussions de groupe et des notifications Facebook pleines de culpabilité et d'accusations. Comment peux-tu abandonner ton frère? Tes parents ont tellement sacrifié. Tu es sans cœur. Tu penses que tu vaux mieux que nous tous maintenant? Aucune de ces personnes n'avait levé le petit doigt pour moi en grandissant. Aucune d'elles ne s'était montrée pendant mes années de galère, mais elles avaient beaucoup à dire maintenant. Alors, j'ai écrit un email, un long. J'ai listé chaque cure de désintox, chaque arrestation, chaque facture, chaque fois que mes parents avaient utilisé Dustin comme excuse pour me négliger. J'ai inclus comment ils avaient vidé mon fonds universitaire, comment j'avais travaillé 2 emplois pour survivre, comment ils n'avaient jamais demandé une seule fois comment j'allais. J'ai terminé par une phrase. Si vous croyez tant au fait d'aider Dustin, la désintox a besoin de 35 000 $. Vous êtes environ 15 à faire exploser mon téléphone, alors divisez la somme et ça fait environ 2 300 $ chacun. J'ai cliqué sur envoyer. Pas une seule personne n'a répondu en offrant de l'argent. Ce que j'ai reçu, ce sont des messages du genre « Tu es cruel. Tu fais honte à la famille. Tu es tordu de faire passer l'argent avant le sang. » J'ai bloqué tous ces gens aussi. Plus tard ce soir-là, Ruby a glissé une tasse de thé devant moi. Wilson a appelé, a-t-elle dit. Il a dit que tu as fait ce qu'il fallait. J'ai hoché la tête. Bien. La tempête ne s'est pas calmée pendant des jours. Dustin continuait de créer de nouveaux comptes pour m'envoyer des messages. Angela et Jefferson essayaient d'appeler depuis différents numéros. Des proches essayaient de poster des plaintes vagues en ligne. Le chaos les suivait partout, peu importe à quelle distance j'étais allé. Mais pour la première fois, je ne me sentais pas aspiré dedans. Je ne leur devais rien. Je n'avais pas à être englouti par leur désastre à nouveau. Leur crise n'était plus ma responsabilité. Dustin a fait une overdose 9 mois après ce dernier coup de fil. Pas de montée en puissance, pas d'avertissement dramatique, juste un message d'un numéro inconnu tôt le matin. C'est l'officier Harris. Nous devons vous informer que votre frère Dustin a été retrouvé décédé. Le reste s'est brouillé dans un langage formel et des détails logistiques. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je me suis assis tranquillement sur le bord du lit. Ruby est entrée, les cheveux encore en désordre à cause du sommeil. Qu'est-ce qui s'est passé? Dustin, ai-je dit. Il est parti. Elle s'est assise à côté de moi sans rien demander d'autre. Il n'y avait pas grand-chose à dire de toute façon. Sa vie avait été une longue course à la collision, et rien dans cette fin ne me surprenait. Triste, oui. Choquant, non. Angela n'a pas appelé. Jefferson non plus. Non pas que je m'y attendais. Ils étaient probablement trop occupés à essayer de trouver qui blâmer cette fois-ci. J'ai reçu un avis de décès transféré par un cousin dont je me souvenais à peine. Ruby l'a lu par-dessus mon épaule. Tu y vas, a-t-elle demandé. Non. Elle a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Au lieu de mettre des vêtements noirs et de supporter des discours sur une version de Dustin qui n'avait jamais existé, Ruby et moi avons pris la voiture pour aller sur un sentier de randonnée à environ 1 heure de chez nous. Le temps était clair, frais, calme, le genre de journée qui ne correspondait pas au poids de ce qui s'était passé, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose plus honnête. Nous avons marché pendant des kilomètres. Pas de grandes conversations,
pas de réflexion dramatique, juste le bruit des feuilles sous nos chaussures et l'oiseau occasionnel au-dessus de nos têtes. Quelque part le long de la crête, Ruby s'est arrêtée et m'a regardé. « Tu vas bien ?» « Je ne sais pas, » ai-je dit, mais ça fait plus de bien que de prétendre que nous étions proches. Elle m'a pris la main. « Tu as assez donné à cette famille. Ce moment est à toi. » La randonnée n'était pas symbolique parce que je l'avais planifiée ainsi. Elle était symbolique parce qu'elle ne concernait personne d'autre pour la première fois. Pas de culpabilité, pas de pression, pas de réparation, pas de sauvetage, juste respirer. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Je n'avais pas besoin qu'il soit enregistré pour savoir qui c'était. Angela et Jefferson avaient déjà essayé d'appeler depuis différents téléphones. Ruby m'a regardé silencieusement, demandant si je voulais répondre. « Je vais gérer ça maintenant », ai-je dit. Je suis sorti et j'ai décroché. Jefferson n'a pas dit bonjour. « Tu n'es pas venu ?» a-t-il dit, la voix tendue. « Non », ai-je répondu. « C'était ton frère. C'était aussi ta responsabilité. »« Non, la vôtre », ai-je coupé. « Pas la mienne. » Une longue pause, puis une expiration tremblante. « Nous l'avons perdu, Kaiser. »« Vous l'avez perdu il y a longtemps », ai-je dit. Ceci est juste la fin de la même histoire. Angela a pris le téléphone alors, sa voix épaisse. « Nous avons tout essayé. Tu ne comprends pas à quel point c'était dur. »« Je comprends plus que tu ne le penses », ai-je dit. Elle a inspiré brusquement. « Comment as-tu pu ne pas venir ?»« Parce que j'ai cessé de faire partie de ce monde il y a longtemps. » Elle n'a pas argumenté. Elle n'a pas crié. Elle a juste respiré de manière inégale, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas mettre de mots dessus. J'ai mis fin à l'appel en premier. 2 semaines après les funérailles, les retombées ont commencé. J'ai entendu des bribes par des parents éloignés. Angela et Jefferson se sont battus avec presque tout le monde. Jefferson a explosé contre les vieux amis de Dustin pour l'avoir influencé. Angela a accusé le centre de désintoxication de les avoir refusés des années auparavant. Peu importe que Dustin ait refusé d'y aller la moitié du temps. Ils ont brûlé les ponts avec les voisins, les proches, même les gens qui essayaient de les réconforter. Le chagrin mélangé à leur déni de toujours a créé une tempête dont personne ne voulait s'approcher. Les dommages financiers ont suivi. La maison avait été hypothéquée 2 fois. Les cartes de crédit étaient au max. Les vieilles dettes juridiques ont refait surface. Ils ne pouvaient pas suivre. Finalement, ils ont perdu la maison entièrement. Quelqu'un a envoyé à Ruby un lien vers la liste des ventes aux enchères. Nous n'avons pas cliqué dessus. Pendant tout ce temps, Wilson est resté en contact plus fréquemment que d'habitude. Il est passé un week-end avec une pizza et a posé la boîte sur le comptoir. « Tu as des nouvelles de tes parents ?» a-t-il demandé. Des bribes. Ils ne prennent rien bien, mais ce n'est pas ta faute. Je sais. Il m'a étudié pendant une seconde. Tu as bien agi pour ta propre vie, Kaiser. Peu de gens sortent de ce dont tu es sorti. J'ai hoché la tête. Merci, Wilson. Ce n'était pas un homme qui disait souvent de grandes choses émotionnelles, mais avant de partir, il a mis une main sur mon épaule. Je suis fier de toi, au cas où personne ne te l'aurait jamais dit. Cela est resté avec moi plus longtemps que tout ce que mes parents avaient pu dire. 1 mois plus tard, Ruby a trouvé une enveloppe dans notre boîte aux lettres sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre d'Angela et Jefferson écrite d'une écriture tremblante. Je l'ai lue debout dans la cuisine. Kaiser, nous avons échoué avec Dustin. Nous avons échoué avec toi. Nous avons fait des choix que nous pensions justes et ils ont fini par blesser nos 2 fils. Nous sommes désolés. Nous n'attendons pas le pardon, mais nous espérons qu'un jour tu comprendras. Nous avons essayé. Maman et papa. Ruby a observé mon expression. Tu veux répondre quelque chose? Non, ai-je dit. Il n'y a rien à répondre. Tu te sens bien? Je ne ressens rien. Pas de colère, pas de soulagement, pas de pardon, juste de la distance. Une distance plate et stable qui n'était pas froide. Juste définitive. Les gens supposent que tourner la page est un grand changement émotionnel, comme soulever un poids. Mais faire son deuil, ce n'est pas une porte qui se verrouille. C'est réaliser que la porte n'a plus d'importance. Mes parents faisaient partie de ma vie autrefois.
Maintenant, ce n'était plus le cas. La tragédie était la leur. Les conséquences étaient les leurs. Les regrets étaient les leurs. Ma vie, celle qu'ils n'ont jamais aidé à construire, était toujours debout. Plus tard dans la soirée, Ruby et moi nous sommes assis sur le porche avec les lumières éteintes, écoutant simplement les voitures passer au loin. Elle s'est appuyée contre moi. « Tu as fait tout ce que tu pouvais », a-t-elle dit. « J'ai fait tout ce qui m'appartenait de faire », ai-je répondu. La paix ne vient pas du fait de réparer le passé. Elle vient du fait d'en sortir enfin. Et je l'avais fait complètement. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne et nous aide à vous apporter plus d'histoires et de meilleure qualité. Merci.